transition vers un avenir durable et inclusif est plus que jamais d'actualité. Nous voulons porter un message fort, celui d'une innovation humaine, consciente de ses responsabilités et ouverte à toutes les voix, y compris celles qui l'ont entend trop rarement. Au cœur du colloque, nous traiterons des sujets majeurs, l'inclusion numérique dans les zones rurales, l'intelligence artificielle responsable, l'économie circulaire, la gestion des déchets électroniques, l'innovation urbaine et sociale, et bien sûr la place des femmes dans la transition numérique et écologique. Un projet à portée globale, Inclusia 2025, est un cadre de dialogue entre les acteurs qui refusent de voir l'innovation technologique se développer au détriment de l'humain ou de la planète. Notre ambition est simple mais forte. Faire de l'innovation un pont entre les continents, entre les générations, entre les savoirs, entre les usages. Et surtout faire en sorte que ce pont ne soit pas réservé à quelques-uns, mais qu'il soit accessible, équitable et durable. Inclusia 2025, c'est aussi une reconnaissance. Je suis particulièrement fière de vous annoncer que cette édition accueillera la remise du prix Étoile, un prix qui distingue les femmes remarquables pour leur action dans les domaines de la tech, de l'environnement, de l'entrepreneuriat, des médias, de l'innovation sociale. C'est une manière de valoriser l'excellence, la créativité, le courage, dans les contextes souvent marqués par l'isolement ou la précarité. Inclusia sera un point de départ, un appel à agir, à coopérer, à transmettre. Nous ne voulons pas de solutions toutes faites, nous voulons créer un cadre où les voix se rencontrent, où les contradictions se disent, où les idées se construisent ensemble. Elias Arnaud, directeur chargé de projet de Challenge Tech International, va vous présenter le colloque et le dîner de gala, ainsi que les résultats qui sont attendus. Et monsieur Sébastien Lozac, membre du comité d'organisation, vous présentera les prix. Monsieur Elias Arnaud. Oui. Bonjour à tous, merci beaucoup, chers invités, chers partenaires et journalistes et membres de la société civile. Avant de commencer, on va tout d'abord faire passer une petite vidéo qu'on a préparée pour l'événement. L'émancipation et de valorisation des talents féminins dans le numérique. Nous avons déjà formé 50 ambassadrices FemTech, des femmes engagées qui assurent le relais de nos actions et accompagnent les nouvelles participantes. Nos résultats sont concrets, notre impact est durable et notre vision est claire. Une Afrique connectée, responsable et inclusive. Merci de soutenir Challenge Tech International et de croire, comme nous, au pouvoir de la technologie pour transformer le monde. Aborder 3 grands défis contemporains, la fracture numérique, les impacts environnementaux des technologies et les inégalités d'accès à l'innovation, avec une ambition forte, construire des ponts entre innovation, justice sociale et écologie. Les thématiques majeures à aborder sont 5. La première, l'inclusion numérique pour tous, un accès aux équipements numériques non conditionnés, la formation des populations marginalisées, en particulier les femmes et les jeunes, l'intelligence artificielle au service du développement durable, dans lequel nous retrouvons des solutions d'intelligence artificielle pour la gestion intelligente des déchets électroniques, les applications responsables dans les services publics, la santé et l'éducation. Nous avons aussi la gestion durable des déchets électroniques, dans lequel nous retrouvons le tri, la collecte, le recyclage, la réutilisation des équipements en fin de vie, mais aussi la promotion de l'économie circulaire dans les filières technologiques. Nous avons aussi le leadership féminin, égalité des chances, valorisation du rôle des femmes dans la tech, l'innovation et l'écologie. La mise en place de réseaux de femmes actrices de changement est un élément majeur. Et enfin, nous avons le cadre législatif et coopération internationale, dans lequel nous avons le plaidoyer pour des politiques publiques adaptées aux enjeux numériques et écologiques, mais aussi le renforcement des liens stratégiques entre la France, l'Afrique et les organisations internationales. Les résultats attendus de ce colloque. Le
Le premier point, c'est l'élaboration de recommandations concrètes pour des politiques publiques inclusives. La création d'un réseau de partenaires engagés pour la transition écologique et numérique. La mise en lumière des innovations africaines et françaises. La promotion des objectifs de développement durable de l'ONU. Et le lancement de projets pilotes dans les domaines du recyclage, de l'intelligence artificielle, de l'inclusion numérique et de l'entrepreneuriat durable. Alors, sont attendus à ce colloque Inclusia, ministres et anciens ministres africains et français, ambassades, délégations étrangères, représentants d'organisations internationales, entreprises du numérique, de l'environnement et de l'innovation, chercheurs, universitaires, associations de jeunes et de femmes, partenaires techniques et financiers. Et parmi nos invités spéciaux, nous avons M. Assalfo, du groupe Magic System, les footballeurs internationaux engagés par la cause environnementale et sociale, Madame Marie Noël, ancienne ministre des Armées de la Centrafrique, qui est présente parmi nous, Monsieur Christophe Vanetti, président de l'UNF, qui est aussi parmi nous, et d'autres personnalités que nous communiquerons plus tard. Alors, le colloque sera immédiatement suivi d'un dîner gala prestigieux. Pendant ce gala, il y aura une remise de prix à des femmes leaders dans les domaines de l'innovation, de l'intelligence artificielle, l'inclusion numérique, l'écologie et l'entrepreneuriat, encore une fois. La présentation de 3 projets féminins innovants à des investisseurs et institutions partenaires. La signature de nouveaux partenaires stratégiques. La désignation des ambassadeurs inclusiens. Des performances artistiques et témoignages inspirants. Et une couverture médiatique nationale et internationale. Vous l'avez bien compris, le colloque Inclusia et son gala ne sont pas des événements ponctuels, mais des leviers d'engagement à long terme pour transformer les politiques publiques, stimuler l'entrepreneuriat des femmes avec un accompagnement technologique, renforcer la coopération France-Afrique et répondre concrètement aux objectifs de développement durable. Pour être candidate au trophée Étoile de l'innovation féminine, il faut être une femme leader ou avoir un projet engagé, entrepreneur ou actrice du changement dans un domaine lié à la technologie, à l'écologie ou à l'innovation sociale. Justifier d'un impact concret ou d'une initiative innovante. Être disponible pour participer au gala en France, présentiel ou en ligne. Partager les valeurs d'éthique, de responsabilité et d'innovation portées par Challenge Tech International. Un CV ou une biographie, une présentation de votre projet ou de l'action menée et tout document justificatif de votre projet. Les candidatures ont déjà débuté depuis le 28 mai 2025 et la clôture sera le 15 juillet 2025. Pour entrer un peu plus en détail dans le processus de sélection, il y aura une analyse des candidatures par un comité d'experts internationaux, une présélection et si besoin des entretiens virtuels, et la remise des prix officiels lors du gala à Paris en présence des partenaires, de la presse et du public. Challenge Tech International soutient la participation des femmes issues d'Afrique et du monde entier via une lettre d'invitation officielle, un accompagnement administratif pour le visa, une mise en relation avec des hôtels partenaires à tarif préférentiel. Les frais non pris en charge par Challenge Tech International sont les billets d'avion et visa, l'hébergement et la restauration hors programme, et bien entendu l'assurance santé et voyage. Pour les opportunités de partenariat, les entreprises, fondations, ONG, institutions sont invitées à soutenir une lauréate, transport, hébergement, prix financier ou matériel, contribuer au fonds de mobilité étoile, donc permettant la venue de femmes en difficulté, et associer leur nom à un trophée, panel ou un atelier. Une visibilité stratégique est offerte aux partenaires lors du colloque et du gala. Logo, mention officielle, communication digitale et presse.
Le montant des frais de participation pour les associations et les ONG est de 550 €. Pour les entreprises et les institutions, est de 1 000 €. Ces frais permettent de soutenir l'organisation du colloque, du gala, ainsi que l'accompagnement des lauréates dans la durée. Ce que comprennent les frais d'inscription, donc la distinction et la visibilité, trophée, médaille officielle, remise pendant la cérémonie de gala, une mention officielle du titre de lauréate sur CV, LinkedIn et autres supports professionnels, une couverture médiatique complète, interview, diffusion dans la presse et vidéos professionnelles. Une collaboration exemplaire entre différents acteurs contribuant à des résultats concrets dans la transition numérique ou circulaire. Le prix de la start-up durable pour une jeune entreprise proposant des solutions numériques durables, sociales et circulaires. Le prix Média Vert pour un média ou une solution numérique ayant sensibilisé efficacement aux enjeux de l'inclusion et de l'écologie. Les privilèges offerts aux candidats. Visibilité accrue via le site et les supports officiels du gala. Citation dans les communiqués de presse et interviews. Mise en réseau avec partenaires, sponsors et investisseurs. Billets pour le dîner de gala, plus accès à une table VIP pour les finalistes. Trophée ou certificat officiel remis lors de la cérémonie. Possibilité d'obtenir du financement, du mentorat ou un accompagnement stratégique. Présence dans les médias partenaires et dans le magazine officiel du gala. Accès à des ateliers spécialisés et ressources du développement. Alors, les récompenses des lauréats. Trophée officiel, couverture médiatique, interview, presse, vidéo, coaching stratégique pour l'accès au financement, mentorat avec des experts, accès privilégié à des forums internationaux, possibilité de rejoindre un incubateur ou accélérateur, ambassadeur du prix. Les lauréats pourront représenter le gala lors d'événements majeurs. Mention officielle du titre de lauréat sur CV, LinkedIn, site professionnel. Éligibilité des projets et processus de candidature. Le public concerné. Entrepreneurs, femmes leaders, start-up, chercheurs étudiants, ONG. Les secteurs éligibles. Inclusion numérique, intelligence artificielle, économie circulaire, environnement, valorisation des femmes. Les critères de sélection, l'innovation, l'impact social ou environnemental, la faisabilité et l'engagement du porteur. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur Sébastien Joseph. Je vous remercie. Avant de lire mon discours, je me permets vraiment de présenter toutes mes félicitations et mes encouragements à Inclusia International et à sa présidente ici, présente avec nous. Ces félicitations et encouragements, pour moi, sont orientés sur deux grands thèmes dont on a pu découvrir à travers le documentaire ici. Vos initiatives pour le leadership féminin. Je crois qu'on n'a plus besoin de démontrer aujourd'hui. Quand bien même, dans certaines contrées, on continue encore de penser que la femme a juste un seul rôle, être derrière la cuisine et faire les enfants. Ce temps est dépassé parce que pendant que les hommes sont en train de penser sur comment avoir le pouvoir, mais la femme réfléchit pour voir comment elle doit gérer le monde, comment elle doit pacifier le monde, comment elle doit créer un cadre de société humaine durable. Et quand vous parlez de leadership féminin, ça nous pensez à ça. La femme pense d'abord à ce qui est important pour l'humanité. Merci pour cette initiative. Le deuxième point pour lequel je voudrais encore vous féliciter, c'est ce projet de gestion des déchets. Aujourd'hui, dans beaucoup de nos pays, nous assistons à des inondations
des inondations où parfois on a les regards tournés pour dire que c'est tel qui n'a pas fait sa mission, c'est tel qui n'a pas accompli sa responsabilité, etc., etc. Mais souvent, nous ne pensons pas à nos actes qui contribuent à cela. Vous voyez comment nous nous permettons de jeter des déchets n'importe comment, des déchets plastiques qui ne se transforment pas au bout de 5-10 ans, mais au bout de des centaines d'années, qui vont boucher les trous. Et après, ces millions de déchets vont boucher les canaux. L'eau ne pouvant plus circuler, on va avoir des inondations. Je ne dis pas que c'est l'unique cause, mais c'est entre autres l'une des raisons qui fait que nous assistons à beaucoup de problèmes d'inondation dans nos pays aussi. Donc vraiment, en abordant ces deux aspects déjà, vous faites œuvre très très utile pour l'humanité. Je vous en remercie. Mesdames, Messieurs, distingués invités, c'est pour moi un immense honneur et une grande fierté de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement du colloque international Inclusia 2025, placé sous le thème porteur « Un pont vers un avenir durable et inclusif ». Nous parlons d'un pont, mais pas d'un mur. Et aujourd'hui, nous avons l'impression que de plus en plus, il y a des murs qui sont en train de se recréer. On pensait qu'avec la destruction du mur de Berlin, le monde devait aller aujourd'hui vers une intégration. On se rend compte qu'il y a des murs qui se créent encore. Et même parfois dans un même état. Voyons ce qui se passe chez nos frères au Soudan, où une même population est en train de se combattre avec des millions de déplacés, des milliers d'hommes. Pour quelles raisons? On se pose cette question. Parfois, c'est des pays contre les pays. Et aujourd'hui, l'actualité nous montre ces murs qui sont en train de se construire dans le monde. Et vous avez choisi ce thème, un pont vers un avenir durable et inclusif. Toutes nos félicitations. Je tiens à remercier Madame Mariam Birité, présidente de Challenge Tech International, pour son engagement sans faille et le soutien exceptionnel qu'elle apporte à cette initiative. Son leadership nous rappelle combien la valorisation de chaque talent, et plus particulièrement celui des femmes et des jeunes, est au cœur de toute construction durable. Cette initiative qui nous rassemble ici, entre l'Afrique et l'Europe, ainsi qu'entre les secteurs publics, privés, académiques et citoyens, illustre parfaitement ce que peut produire une volonté partagée, bâtir des ponts et non des murs, entre les peuples, les idées, les savoirs, les énergies, pour répondre aux défis communs de notre siècle. Permettez-moi, en tant qu'ancienne ministre d'État à la Défense nationale de reconstruction de l'armée de mon pays, la République centrafricaine, et première femme à avoir exercé cette fonction, de vous rappeler ici quelques points. La paix et la stabilité ne sont pas que des questions militaires. Elles reposent sur la justice sociale, l'accès équitable aux opportunités et l'inclusion de toutes et de tous dans la transformation numérique et écologique. Mon expérience à la tête des armées m'a appris que le vrai leadership consiste à écouter et surtout à bien écouter, à fédérer, à créer les conditions d'une confiance partagée. C'est ce même état d'esprit exigeant et solidaire qui doit guider nos travaux durant ce colloque. Je vous donnerai un petit exemple. Quand j'ai été nommé ministre d'État à la Défense pour la première fois, mais c'est à travers les réseaux sociaux que une institution africaine, Institut panafricain de stratégie présidé par
l'ancien ministre d'État aux Affaires étrangères du Sénégal, M. Gadio, a appris ma nomination et automatiquement ils m'ont contacté. Madame la ministre d'État, si vous êtes d'accord, on va envoyer une mission pour vous aider. Vous n'imaginez pas que pour moi c'était un trésor, parce que mon pays était en train de vivre une crise très très grave, la plus grave de son existence, où l'armée a pratiquement disparu. La plupart de nos militaires ont changé leur tenue avec des tenues civiles pour éviter d'être attaqués par des rebelles, et il fallait reconstruire une nouvelle armée. Donc pour moi c'était un cadeau d'or que l'IPS m'a offert. Vous voyez, à travers les réseaux sociaux, il s'est créé cette opportunité de coopération ou collaboration sud-sud, et ils m'ont envoyé une mission qu'ils ont totalement pris en charge, déplacement, frais de séjour et tout. Et après plus de 2 semaines de mission, ben, je me suis vu la gaillardie et j'ai compris que j'étais capable de diriger une armée, quels que soient les défis qui m'attendaient. Et effectivement, cela m'a beaucoup aidé. Et je pense que mes résultats m'ont permis de comprendre l'importance qu'on peut donner à ces genres de communication et qui m'ont permis d'assurer presque 5 ans à la tête d'une armée avec des résultats que beaucoup ont pu apprécier. Aujourd'hui, nous sommes appelés à réconcilier 3 urgences qui sont longtemps opposées. Nous avons l'urgence écologique qui nous commande de revoir nos modèles de production et de consommation. Nous avons l'urgence sociale qui nous oblige à agir pour que personne ne soit laissé de côté dans la transition. Et nous avons aussi l'urgence sécuritaire qui nous oblige à faire appel à nos génies pour créer ce pont autour de la non-violence civile dont le numérique reste la base fondamentale. Et c'est ce que propose Inclusia 2025, c'est vraiment une réponse audacieuse. Une transition numérique et écologique capable d'unifier au lieu de diviser, de relier plutôt que d'exclure. Je salue l'engagement de ce colloque à penser le développement durable en Afrique non comme un rattrapage, parce que souvent c'est l'impression que ça donne. Nous pensons que nous essayons de rattraper quelque chose. On ne rattrape rien. On doit se positionner et commencer une co-construction égalitaire, car notre continent foisonne d'innovations locales, de talents résilients et de savoirs ancestraux basés sur nos us et traditions, capables de relever les défis climatiques, sécuritaires et sociaux. Le numérique peut être le catalyseur de cette dynamique à condition que l'accès aux outils, aux formations et au financement soit garanti pour toutes et tous. Mesdames et messieurs, le monde de demain ne sera ni durable ni circulaire s'il n'est pas aussi profondément juste et inclusif. Je vous invite donc d'ores et déjà à faire de ces journées un véritable laboratoire d'idées et d'actions concertées afin que Inclusia 2025 marque le début d'une nouvelle ère où la technologie et la solidarité marchent main dans la main. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite des échanges fructueux et inspirants. Merci. Humaine et inclusion. Que pourriez-vous nous dire là-dessus? D'abord, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Marie-Noëlle Koyara, parce que je pense qu'elle a mis un point d'honneur sur un sujet qui est le numérique pour tous. Parce que seul le numérique pour tous peut créer l'inclusion. Et je dirais que c'est une transition sur la dignité humaine, parce que la dignité humaine,
ça a commencé avec les droits de l'homme. Et d'ailleurs, c'est une femme, peu de gens le savent, mais c'est une femme, Eleanor Roosevelt, qui était présidente de la commission de rédaction des droits de l'homme, qui a œuvré pour ces droits de l'homme. Et pourtant, dès le départ, on aurait pu l'intituler différemment. On aurait pu l'intituler Droits de l'humanité, ça aurait été plus simple, parce que ça aurait organisé un petit peu toutes les choses. Mais moi, j'aimerais revenir sur le côté diplomatie et notamment le rôle de la femme dans la diplomatie. Moi, je pense que pour qu'il y ait une dignité humaine, il faut que personne ne soit laissé pour compte. Ça peut partir de la race, ça peut partir de la couleur, ça peut partir de la religion, mais chacun a droit, y compris ceux qui subissent des handicaps, chacun a droit à la dignité humaine et a droit à pouvoir exister en toute quiétude. Mais le rôle de la femme est important. Mais malheureusement, 20% des ambassadeurs dans le monde ne sont que des femmes. Il n'y a que 20% de femmes qui sont ambassadeurs dans le monde. Et je pense qu'il faut voir un problème de société. Est-ce qu'on veut une société où on n'aura que des Erdogan, des Poutine, des Trump, des mâles alpha? Parce qu'il faut appeler ça quelque part. C'est comme ça qu'aujourd'hui les gens le perçoivent. Ou est-ce qu'on a besoin de femmes qui, dans la diplomatie internationale, seront plus à même d'apporter aussi une vision différente, une vision de mère, une vision de femme, et je pense aussi que, comme l'a dit très bien notre collègue ministre, la femme elle a un rôle prédominant à jouer, notamment dans la dignité humaine, notamment dans la défense des droits de l'homme. La première ambassadrice femme, c'est paradoxal, était une Russe. Elle était originaire de la Fédération de Russie. Ève Curie, la fille de Marie Curie, qui est la femme, une des plus célèbres femmes du monde, était la première ambassadeur pendant la guerre. Elle a fait le débarquement pas de Normandie, de Provence. Merci. Je ne sais pas qui m'a soufflé. Mais merci. Et effectivement. Et ces femmes sont remarquables. Elles sont remarquables. Et je pense qu'ici, on est à peu près 19 hommes pour 8 femmes. Et je pense qu'aujourd'hui, ces 19 hommes peuvent comprendre aussi, au même titre que les gens, que la femme doit avoir un rôle un peu plus dynamique. Mais pour ça, il faut leur donner du courage. Donc nous, notre vocation, c'est de pousser les femmes qui ont de l'ambition et qui ont peur de parfois prendre un cursus politique, parce que vous savez, on prend des coups quand on fait de la politique. Madame la ministre, elle sait très bien que c'est pas facile. On prend des coups, mais les coups, c'est la mesure aussi des choses qui peuvent être de grandes choses. Et donc, on essaie de faire que ces personnes-là, je vise beaucoup une personne à côté de moi, parce que Marianne, c'est une femme exceptionnelle. Si je suis là, c'est aussi un peu beaucoup à cause d'elle. Et je pense qu'il faut qu'elle prenne le courage en main, et puis qu'il faut devenir une femme politique. Non, toutes les femmes sont politiques. Mais je pense que ce colloque va pouvoir faire la différence, parce qu'il va permettre de montrer que toute innovation peut être constructive. Moi, je ne sais pas si l'intelligence artificielle est positive ou pas pour la civilisation. Je n'en ai aucune certitude. Je pense qu'il y a du bien, il y a du mauvais dans l'intelligence artificielle. Mais encore faut-il que les experts nous disent, et que ce colloque permette de dire aussi quels sont les aspects positifs et les aspects négatifs, pour que chacun, en prise de conscience,
puisse savoir s'il a envie pour les générations futures qu'une intelligence artificielle décide de tout. Je ne sais pas. Je pense qu'effectivement, il y a plus d'avantages que d'inconvénients, mais encore faut-il le savoir. Je pense qu'il faut une transparence pour tout, et c'est cette transparence qui permettra de faire un monde meilleur, tous ensemble. Je pense que c'est tout. Et nous mettons en lumière beaucoup de femmes présidentes d'associations qui font un travail incroyable sur les territoires et qui ne sont pas connues. Donc ce sont nos héroïnes invisibles. Donc nous faisons une tournée dans toute l'Hexagone, et peut-être au-delà bien sûr, à la rencontre de toutes ces femmes. Parce que, comme je le disais en préambule, les femmes, aujourd'hui, on les conscientise à prendre confiance en elles, prendre conscience de leur puissance, puisque ce sont les femmes qui fabriquent les hommes. Et je dis aujourd'hui qu'il faut déconstruire certains esprits, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Parce que, moi je dis que, enfin nous disons que nous les femmes, nous avons 9 mois de gestation et 3 ans pour construire autrement la tête de nos garçons, mais aussi de nos filles. Donc avec Puissance de Femmes, nous travaillons avec le musée d'Orsay, où nous travaillons à travers plusieurs thématiques avec l'art. Donc à travers l'art, nous parlons de l'indépendance financière des femmes, qui est aussi quelque chose de très important pour nous, et toutes les thématiques dont on ne peut pas parler comme ça, parce que ça peut engendrer quelques frustrations ou quelques réticences. Et à travers l'art, nous montrons que nous pouvons aborder toutes les thématiques. Donc voilà. Je voulais aussi, donc quand je parlais de Madame la Ministre, vraiment ces femmes-là nous inspirent. Nous devons les célébrer même, je dirais, les faire connaître. Parce qu'aujourd'hui, en 2025, nous avons beaucoup de nos jeunes femmes qui n'imaginent pas qu'elles peuvent accéder justement à de hautes fonctions, qu'elles peuvent entamer de grandes carrières. Et ce plafond de verre dont nous parlons, les femmes que nous rencontrons comme Madame la Ministre nous montrent que c'est possible. Entre autres, parce qu'elle a mis le titre, fondatrice de AIDS Afrique France, ambassadrice mondiale de la paix et qui est partenaire de ce colloque. À vous la parole. Merci Nathalie. Merci à vous toutes, tous pour votre engagement. Bon, comme l'a dit Nathalie, j'ai vécu plus que 50 ans en Tunisie et mon premier projet, c'est je me suis engagée dans l'écologie en 1996. J'ai monté le premier centre de recyclage en Tunisie. C'était un projet novateur, écologique bien sûr. Donc mon engagement a débuté depuis 1996. Mais j'ai vu un défi et cela montre l'engagement des femmes que peuvent porter sur l'innovation responsable, bien avant que cela devienne un problème mondial. Depuis, j'ai porté plusieurs casquettes. Je suis présidente fondatrice de l'Association internationale pour le développement économique et social Afrique France, et comme son nom l'implique, c'est les ODD. On porte au sein de cette association 2 projets. Le premier projet avec un collectif de 12 associations au Bénin, accréditées par l'État, sur l'eau potable, qui cible 3 millions d'habitants dans les villages qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et l'autre projet aussi avec ce collectif sur le genre. Parce que j'étais membre du bureau du syndicat de la CNFCE, le syndicat du patronat en Tunisie. Et parmi les causes qu'on promouvoit, c'est le leadership féminin. Parce qu'il faut toujours avoir une locomotive pour pousser les autres à rénover, à être sur terrain. Ceci dit, l'année dernière, courant
les festivités de la journée des droits des femmes, on a organisé la première édition de Be Strong, Be Proud. C'est une conférence pour promouvoir les femmes au poste de pouvoir. Il y avait des femmes de responsabilité, l'ancienne ministre de la Tunisie, une ancienne députée européenne, on avait pas mal de personnalités. Et par la suite, on a engagé un programme de mentoring. Et cette année, on va l'organiser vers la fin de l'année. On est en train de l'organiser. Ceci dit, je vous invite pour le 12 juillet à la Fondation Lucien Paille, avec ma partenaire Courtoum Sanko, la maire adjointe Aubervilliers et Aide Afrique France, bien sûr, pour présenter les activités des diasporas en France. Donc, ceci dit, l'inclusion, le numérique, c'est une plateforme pour avancer et surtout créer des ponts entre les deux rives, associatives ou quel que soit, pour avancer. Je vous remercie. Je vais continuer. Merci. Madame Adrienne Soundélé, vous êtes présidente de la Fondation Soundélé, société civile engagée et prix d'excellence de la Nation de Côte d'Ivoire. À vous la parole. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour toutes ces personnes de qualité que Mariam me fait découvrir aujourd'hui. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand Mariam fait quelque chose, je suis présente. Parce qu'elle a toujours des personnes de qualité autour d'elle. Et je prends le mot solidaire que Madame a développé. Et c'est une femme vraiment très solidaire. Bon, je ne vais pas vous parler de ses qualités, tout le monde le sait. Et aujourd'hui, je rencontre Madame la ministre, Madame Faza. Je suis vraiment très, très émue. Et de mon parcours d'ingénierie en technologie universitaire à l'école ESCP, bon, j'ai fait un parcours universitaire un peu honorifique et je me suis retrouvée à la tête d'une association qui œuvre pour le développement de la forêt, la faune et de la faune en Côte d'Ivoire. Et je me suis retrouvée à la tête de cette association parce que je m'intéresse à l'agriculture, qui est vraiment pour nous en Côte d'Ivoire, notre vie. Nous sommes très, très agronomes, agriculture, je ne sais pas. Vous savez très bien que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, le café, le cacao et les cultures vivrières se sont mis dans la danse. Donc j'ai réfléchi avec des amis qui sont du métier de la foresterie. On a participé à la création des communes forestières d'Afrique de l'Ouest à Ouaga en 2008 avec l'association des communes forestières de France qui était gérée par un grand frère français, M. Jacquelin. Et c'est comme ça que tout est parti. J'ai eu une petite idée champ-école. Et je déposais mon fils qui est là, souvent, à l'école française, Blaise Pascal, en Côte d'Ivoire. Et j'ai pensé mon projet champ-école. Et c'est comme ça qu'on a parcouru toutes les écoles. D'abord, c'est les écoles internationales qui ont compris mon projet. Et après, j'ai dit, mais pourquoi ne pas faire un brassage d'enfants de nos écoles africaines et les écoles européennes qui ont un laboratoire équipé pour que les apprenants et les enfants puissent savoir ce que c'est que les bienfaits entre l'eau, l'homme et la culture. Et c'est comme ça que nous avons réussi, en faisant du reboisement, notre levier, et nous avons pu sauver la nappe phréatique qui alimente de l'eau potable dans tout le district en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Pas à la Côte d'Ivoire, mais à Abidjan.
Et on a eu la chance d'être souvent sur le terrain. Je suis une personne avec mon groupe qui aime bien être sur le terrain. Nous avons fait de l'agroforesterie notre levier avec des femmes qui sont dans les villages, et on a réussi à faire plusieurs forêts en faisant de l'agroforesterie. On leur trouve des semences, par exemple le manioc, et elle veille sur mes plantations forestières. Et ça a eu beaucoup de succès. Et par tout ce que j'ai fait, j'ai attiré pas mal de personnes dans le reboisement en Côte d'Ivoire. Et j'ai été avec mon groupe d'ingénieurs, bien sûr, parce que moi, je suis autodidacte dans ces choses-là. Et j'ai su me faire entourer par des ingénieurs agronomes et des ingénieurs forestiers. Et c'est comme ça qu'on a réussi. On fait même la réparation des terres. Vous savez que l'orpaillage aujourd'hui en Afrique, c'est vraiment un problème grave. Donc on est dans notre sein, on a des jeunes gens qui font la réparation des sols. Et on a travaillé avec Yacouba Savadogo du Burkina, l'homme qui fait reculer le désert et qui m'a appris les pratiques ancestrales. Et quand je vois Madame la ministre, j'ai été attachée par M. Lié, par M. Doté, qui a compris, qui était Premier ministre au Centrafrique, qui a compris ce qu'on faisait. Il nous a accompagnés un peu financièrement. Et bon, là, je ne le vois plus. Donc c'est pour dire que Maria m'a fait découvrir. Je l'ai vu travailler sur l'économie circulaire, et nous, on a offert un appareil de recyclage au district Abidjan, pour le recyclage, parce que nous sommes souvent sur les plages. Je ne fais pas que du reboisement. Et aujourd'hui, en mars, j'ai participé à une conférence internationale sur l'agriculture, initiée par le Carrefour des acteurs sociaux et du partenariat euro-africain. Ça a été tenu dans le prestigieux cadre de l'Académie de l'agriculture. J'ai développé comment faire connaître les enjeux du réchauffement climatique à l'importance de l'agriculture et au respect de la nature. Quelques mots sur notre ONG. Donc, MINE est dédiée à la promotion de la santé mentale, notamment en contexte humanitaire. Nous agissons au plus près des réfugiés, des exilés, des migrants et des populations affectées par les conflits armés pour offrir un soutien psychologique et un accompagnement adapté. Donc nos équipes interviennent à la fois sur le terrain, donc dans les zones de conflit, mais aussi dans les pays d'accueil où les victimes ont trouvé refuge ou sont en exil. Cette double présence nous permet notamment d'accompagner les personnes dans la continuité de leur parcours et au-delà de l'urgence immédiate. Donc, pour garantir un accompagnement de qualité, nous travaillons avec notamment des psychiatres, des psychologues et des professionnels de la santé mentale engagés et reconnus. Leur expertise est notamment indispensable pour soulager la souffrance psychique, mais aussi pour faciliter l'intégration sociale et le traitement des dossiers administratifs dans les pays d'accueil. Donc, dans cette démarche, les nouvelles technologies jouent un rôle central. Donc, d'un côté, elles offrent aux victimes un espace d'évasion, de parole et de connexion, contribuant ainsi à soulager le stress et à rompre l'isolement. Et de l'autre, elles sont un appui considérable pour les professionnels de la santé mentale, les protégeant de la contagion émotionnelle. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, à la téléconsultation et aux applications de soutien psychologique, les membres de MIME sont capables de repérer et de mieux orienter les personnes, d'agir à distance, même dans les contextes précaires ou instables. Donc, ces outils permettent de surmonter les obstacles géographiques et structurels. Ils renforcent notre réactivité, notre capacité d'inclusion et la qualité de nos interventions. Bien entendu, cette transition numérique doit se faire avec responsabilité et en tenant compte des règles éthiques, mais s'ils sont utilisés avec discernement, ces outils ne peuvent que renforcer l'humanité et la dignité de notre action. Donc nous portons... Merci de me donner la parole. Bonjour à toutes et à tous. Et bravo pour l'organisation de cette conférence de presse
Je suis Jean-Célestin Djangué, je suis sociologue et historien, je suis également journaliste, promoteur du site d'information continue entre l'Afrique et ses diasporas qui s'appelle News Africa 24. Donc c'est le digital. Ma première question va à Madame Dérété, savoir qu'est-ce que ça peut compter en temps, en heures et en difficultés concrètes de mettre en place ce genre de projet qui me paraît tout simplement énorme, mais bien sûr très intéressant. Mais je voudrais évoquer d'abord les difficultés que vous avez pu rencontrer, d'où est venue l'idée et jusqu'à la matérialisation concrète. Ça, c'est la première question. La deuxième question est plus légère. Vous avez cité, alors pas vous, Madame la modératrice, a cité dans son propos, parmi les personnalités attendues du côté de la scène musicale, on a parlé d'Assalfo. Donc, et elle a parlé de certains footballeurs internationaux ou anciens footballeurs. Est-ce qu'on a quelques noms de ces footballeurs qui seront aussi présents? Voilà mes deux questions. Merci. L'idée m'est venue parce que quand j'ai fait un constat dans les statistiques, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le domaine de la tech. Ici en Europe, donc encore en Afrique, c'est encore plus compliqué. Et en Afrique, c'est encore, il y a encore moins de femmes dans le domaine de la tech. Et le leadership féminin. Les femmes n'occupent pas beaucoup de postes dans les instances. Et quand on est femme, comme vous le savez, quand on vous confie une responsabilité, il y en a qui pensent que vous ne pouvez pas l'assumer parce que vous êtes femme, la place de la femme, c'est à la cuisine. Surtout encore en Afrique, ces mentalités sont encore plus présentes. Donc, d'où m'est venue l'idée de mettre ce colloque en place avec... avec mon équipe ici présente qui aussi m'accompagne dans cette initiative. Donc pour moi, récompenser les femmes, c'est de les valoriser. Ça les permet encore plus de se donner plus dans le domaine qu'elles exercent. Donc voilà la raison pour laquelle on a mis cette initiative en place. Quand on organise un événement, il y a toujours des difficultés. Mais quand on aime ce qu'on fait, on ne compte pas le temps qu'on y consacre. C'est ça. Donc, en tout cas, il faut s'y prendre quand même longtemps en avance. Et les footballeurs... c'est ça qui veut ça. On ira à Adebayor. Et on aura d'autres footballeurs qu'on vous communiquera. Et puis, il aura le lead... Assalfo des Magic Systems aussi qui soutient le projet, qui veut soutenir les femmes dans ce domaine. Merci. D'autres questions? Celui qui a parlé de Madame, c'est ce qui était là. Elle a parlé des activités de la diaspora, donc nous aurons besoin d'elle. Mais ma question est celle-ci. Nous avons écouté M. Giovannetti et beaucoup d'autres ici, et même Madame, son Excellence la ministre. On dirait qu'il y a une sorte de promotion de la femme. Que la femme, je dirais même pour être bref, on dirait qu'on fait un peu du féminisme. C'est un mouvement actuel pour faire la promotion de la femme. Mais on dit aussi que derrière un grand homme, il y a une femme. Et vous avez parlé de gouverner comme mère, etc., mettre la paix sur la terre. Prendre même la place de Poutine, mettre une femme à la place. Est-ce que ce ne serait pas une certaine discrimination? Parce que les femmes ont tous les droits aujourd'hui. Elles ont droit aux études. Et on peut les laisser faire leur choix ou leur imposer des choix. Elles veulent être mécaniciennes, mais il y a des études pour ça. Elles veulent être ce qu'elles veulent. Est-ce que nous sommes dans une sorte de promotion de la femme qu'on pousse à faire des choses
auquel elle n'est pas, surtout au détriment des hommes, parce que les hommes doivent pas. Nous sommes dans un féminisme engagé. Oui. Oui, c'est tout. Ici, c'est pas en Afrique, mais il faut un mouvement d'engagement pour les femmes, parce que les femmes ont besoin d'être soutenues. En Afrique, beaucoup plus, parce que par l'autonomisation des femmes, il faut encourager les femmes à prendre leur destin en main. Parce que la femme éduque. Et la femme, elle n'est pas pour la violence, elle est pour la paix. C'est ça, c'est les ODD. C'est pas le féminisme à la française, c'est le féminisme vraiment d'une société patriarcale. Moi, je porte à cœur le leadership féminin. Donc, quand on me parle de féminisme, non. Est-ce que vous avez entendu parler de féminicide pour les hommes? Ce sont les femmes qui sont violentées, ce sont généralement les femmes. Ok, il y a des hommes, mais ils sont minoritaires. C'est pour ça qu'il y a ce mouvement pour les femmes. Parce que, quel que soit qu'on fasse, quoi qu'on fasse, ça reste toujours, on doit faire plus. Surtout en Afrique, dans nos sociétés patriarcales. Donc, il faut créer une synergie de société civile pour promouvoir la condition de la femme. Ça me tient à cœur, hein, le leadership féminin. Et il faut passer par l'autonomisation des femmes. Attendez, on va vous... Si je peux me permettre de vous répondre, j'ai pas besoin de micro parce que Pour l'enregistrement. Moi, j'ai fait une conférence au Caire le 18 décembre 2024, dans laquelle c'était la résilience, le thème. Et je l'ai fait dans l'université du Caire devant 1500 étudiants. Il y avait des jeunes filles, il y avait des jeunes garçons, c'était très anonyme, mais vraiment. J'ai posé la question de savoir, parmi les hommes, qui étaient ceux qui avaient envie de créer un destin politique. Toute la salle s'est levée. J'ai demandé aux jeunes filles qui étaient celles qui voulaient faire un destin politique. Il n'y en a aucune qui s'est levée. Et j'ai discuté avec elle. Elle m'a dit, nous, on fait des études, on nous pousse à faire des études, mais on nous pousse à nous faire des études que dans un but, c'est effectivement de penser qu'on n'est pas capable de diriger un pays. Et moi, je trouve ça triste, parce que quand vous dites qu'ils ont la liberté, c'est vrai, ils ont la liberté d'être mécanicienne, ils ont la liberté d'être pharmacienne, ils ont la liberté d'être mère au foyer, ils ont la liberté de tout. Mais le politique, c'est-à-dire diriger un pays, elles n'en ont pas la possibilité. Et c'est cette mentalité-là qu'il faut changer. Et je pense que le système qu'elle a expliqué très bien, je suis mille fois d'accord avec elle, on doit donner la liberté à toutes les personnes, qu'elles soient femmes, mais hommes. Moi, je ne suis pas pour que si une femme n'est pas compétente, qu'on lui donne une priorité. Je ne vois pas le pourquoi. Et pourquoi on ne lui donnerait pas la priorité si elle est compétente? C'est ça que je veux dire. Et quand vous avez des femmes qui, je m'excuse, mais qui sont un peu soumises, à une idée qu'il faut être voilé, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, qu'il faut être comme ci, comme ça, bah malheureusement, on ne leur favorise pas l'émancipation. Et moi, je trouve que on doit le combattre. Que ce soit les hommes, les femmes et tout ça, on doit le combattre. Parce qu'on doit leur laisser la liberté de choix. Surtout, d'être capable de devenir... Moi, je crois à la diplomatie féminine. Je crois qu'en ce moment, si on avait des femmes qui étaient au pouvoir, regardez sérieusement, la pauvre présidente de la communauté européenne. Non mais vous l'avez vu la dernière fois au G7, elle descendait, elle remontait l'escalier, elle était paumée, tellement elle est seule. Elle est seule dans un monde dur, de diplomatie dure. Quand vous voyez un président de la République qui dit, le président des États-Unis, qui dit quand même, on le tuera peut-être, mais je n'ai pas encore décidé, en parlant d'un autre chef d'État, mais c'est dans le droit, c'est un crime de guerre. Donc il est en train de dire qu'on va faire un crime de guerre. C'est
c'est cette période qui m'incite à dire qu'on a vraiment besoin d'une diplomatie féminine. Et j'en suis, mais alors, intimement convaincu. Nous en avons la preuve en République démocratique du Congo. Il y a une grosse crise et c'est la première ministre, la ministre des Affaires étrangères. La ministre on a beaucoup de crises, il y a beaucoup de crises entre le Congo et le Rwanda, mais la ministre des Affaires étrangères a résolu le problème diplomatiquement. C'était très difficile. Et les choses vont bien. Et je vous signale donc, que le Congo, c'est la femme, Swamila, qui est première ministre. Et je vous signale aussi que c'est une femme qui est ministre des Droits humains. Et nous en avons une ici. J'étais avec elle en colloque dans ma conférence aux Nations Unies il y a à peine le 17 mai. Elle est venue, elle a parlé, on est main dans la main. Moi, je suis main dans la main avec elle. En fait, il ne faut pas regarder une femme, il faut regarder une personne humaine. Je suis 1000 fois et la compétence est très importante. Non, à compétence égale, on choisit la femme. Je voulais, à compétence égale. Oui. Si vous permettez, je voulais vous donner peut-être deux petits exemples pour vous faire comprendre que ce n'est pas de la discrimination, mais il faut mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et si c'est une place qu'une femme doit occuper, elle doit être là, parce que son leadership peut apporter d'autres résultats que ce qu'un homme peut faire. Vous avez, bon, je ne cite pas le pays, mais il y a un des pays de l'Afrique centrale, je vous parle des années 90, hein, c'est pas loin. J'étais ministre des Affaires sociales, on a organisé en Centrafrique une conférence des femmes ministres. Mais une des collègues d'un des pays ne pouvait pas venir parce que jusqu'à ce moment, pour qu'une femme, même une femme d'un certain niveau de décision, pour qu'elle parte en mission, il fallait l'accord de son mari. Donc, cette collègue n'a pas pu venir à cette conférence que nous avons organisée, conférence internationale, parce que son mari n'était pas au pays et n'avait pas donné son accord. Donc, vous voyez que ce n'est pas une discrimination. Je vous donne un deuxième exemple. Quand j'étais à la Défense, j'ai dit que mon pays était en crise et tout, il y avait la rébellion, etc. Il y a eu plusieurs négociations dans les pays voisins qui ont essayé de nous aider. Et on devait conclure au pays par un forum, avec un forum de réconciliation nationale. Les groupes rebelles ne voulaient pas y aller parce qu'on devait aborder les sujets de désarmement et puis de démobilisation, etc. Donc ils étaient catégoriques, ils ne voulaient pas y aller. On a fini, j'ai fini dans les négociations, les convaincre, ils sont venus. Donc il y avait les Nations Unies qui étaient là. Quand il y a les crises, il y a les missions de paix qui étaient là et tout, les ambassadeurs, etc. On a commencé une partie de négociations avec ces groupes armés. Après 30 minutes de négociation, ben, on ne sait pas ce qui s'est passé, ils se sont levés, ils ont bloqué les portes. Ils ont dit que personne ne doit signer l'accord pendant cette négociation. S'il y a une personne qui signe l'accord, ben, ils vont faire sauter la salle. Ils nous ont bloqués dans la salle. Ben, on se regardait, quelques temps après, les ambassadeurs ont dit, mais ça ne vaut pas la peine, on n'a qu'à arrêter. Certains commençaient à plier leurs affaires. Le représentant des Nations Unies a dit, ça ne vaut pas la peine d'insister. Il s'est presque levé pour sortir. Je leur ai dit, mais pourquoi vous êtes impatients? Attendons, nous sommes venus négocier, il faut qu'on se donne le temps. Allons un peu plus loin, même si on n'a pas de résultats, mais il faut qu'on prenne le temps qu'il faut. Et c'est là où je reviens sur le rôle des traditions. Parmi les groupes rebelles, il y a un qui est originaire de ma région. Et dans ma région, on ne doit pas désobéir aux ordres de la maman. Sinon, la maman peut vous maudire. Et ça, on le respecte vraiment à la lettre. Alors, j'ai essayé de réfléchir dans la salle et je l'ai fixé, lui directement. Je lui ai dit, mais écoute, toi tu es mon fils, oublie ce que nous sommes en train de faire ici. Est-ce que c'est normal que toi, tu te permets de désobéir et de refuser une négociation pour la paix, pour sauver des vies humaines, que moi, ta maman, je suis en train de négocier? Il me regarde dans les yeux, il baisse la tête.
Après, il appelle celui qui avait les textes de l'accord, il dit de lui amener l'accord. Et il a signé. Dès que lui, il a signé, tous les autres groupes rebelles ont signé. On a compris que son groupe rebelle, son groupe de rébellion était le groupe le plus puissant. On a compris qu'il était le plus puissant. J'ai juste utilisé ce terme pour dire que tu ne dois pas désobéir à ta maman. Je vais parier ma tête qu'un homme n'aurait jamais pensé à ça. Vraiment, on peut parier ce que vous voulez, mais un homme n'aurait jamais pensé à ça. Je vous remercie. Si nous vous remercions, Faire un petit témoignage. Tout à l'heure, dans mon exposé, je vous ai dit que je me suis fait entourer de personnes de qualité dans le domaine de la foresterie et de l'agriculture. C'était les hommes. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de vos appuis. Voilà, donc ce n'est pas pour brimer les hommes. Et mon témoignage, en fait, j'ai été invitée par une dame qui s'appelle Jenny Latoré en Colombie. Et elle exerce dans les droits humains. Et c'est elle qui a fait porter le chef de l'État de la Colombie aujourd'hui. Il est président de la République. Et elle a fait la promotion d'une jeune dame noire comme moi, qui est Premier ministre. Mais elle exerce dans les droits humanitaires. Et elle s'est inclinée pour porter cette jeune fille-là en tant que vice-présidente de la République en Colombie. Et aujourd'hui, elle fait la promotion de mon travail en Amérique latine. Et j'ai été invitée là-bas avec mon développement que j'ai eu là-bas avec les femmes, que les femmes font en Afrique. J'ai eu un prix là-bas. Donc le droit humanitaire, c'est vraiment important. Et aujourd'hui, ce monsieur, la dame est comme son conseiller en tant que ministre. Mais c'est une dame qui l'a porté au pouvoir, je cite parce que c'est la vérité. Jenny Latoré, aujourd'hui en Amérique latine, elle est connue pour tout ça, mais une dame humble. L'exemple de ce que Madame la ministre a donné et ce qu'elle a dit, mais c'est la vérité, c'est sur le terrain, c'est clair. Les dames, moi je côtoie, hein, je me gêne beaucoup, je suis très... Et à chaque fois que je parle, je dis non, non. Mais au niveau de la fondation, je suis fondatrice. Mais je me suis fait entourer, comme je le disais, par des hommes. Donc je dis non, non, non. Parce que sans eux, je n'allais pas pouvoir faire tout ce que j'ai fait sur le terrain. Donc on a besoin des hommes. Mais que les hommes briment moins les femmes, c'est tout. Madame Hirondin. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est nous sommes des femmes représentant quand même la moitié de l'humanité. Et une femme n'est pas derrière un homme. Je crois que tant qu'on va continuer à le dire, il y aura une espèce de disparité. La femme est à côté. Elle est à côté de l'homme. Non, mais ça a son importance. Parce que derrière, non, à côté. Et ce que je redis encore, comment on peut mettre de côté comme ça cette moitié de l'humanité, mais qui est à l'origine des hommes? Les femmes disparaissent, ben, l'humanité disparaît. Donc à un moment donné, il faut aussi, comme Madame la ministre parle de ce respect de la maman, c'est un petit peu ce qui disparaît aujourd'hui, parce que malheureusement, nous avons des jeunes qui ne respectent plus personne. Et je trouve que c'est ce rôle de maman. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, beaucoup de femmes doivent saisir ces instants de la gestation du bébé et des 3 ans dont le bébé est accroché à la jupe des mamans, hein, excusez-moi messieurs, c'est comme ça, pour construire un autre esprit, un autre état d'esprit en tout cas. Parce que ça c'est important. Le jour où on aura cette moitié de l'humanité qui va être aussi respectée que l'autre, c'est ce que je demande, hein, on ne demande pas qu'on soit plus ou qu'on soit moins, qu'on se mette sur ce pied d'égalité, puisque nous sommes tous les deux des humains, nous sommes humains tous les deux. Et pour en rebondir par rapport aux hommes,
nous, à l'association Génération 2, on a créé ce qu'on appelle le groupe des pères. Le groupe des pères, c'est un espace de parole pour les hommes. Parce que les hommes sont venus nous voir et nous ont dit, vous faites plein de choses pour les femmes. Les femmes peuvent parler dans plein d'instances et nous n'avons pas d'espace de parole. Donc nous avons créé cet espace de parole pour les hommes. Donc c'est un peu les hommes parlent aux hommes et celle qui pilote, puisque c'est une femme qui pilote ce groupe de pères, qui veut dire que nous devons être ensemble. Nous devons absolument être ensemble. Et nous sommes dans ce pays, la France, où on entend beaucoup, qu'on dit souvent, où sont les pères? Surtout quand on parle de la deuxième, troisième, voire même maintenant la quatrième génération, on dit, mais où sont les pères? Les pères ne sont pas là, on ne les voit pas. Donc on leur dit, mais écoutez, les pères, quand on va les chercher, ils sont là. Hein. Donc nous, on a ce groupe des pères, et ce sont des papas qui aujourd'hui sont reconnus, ont une formation, sont reconnus, leur formation a été, les diplômes ont été délivrés à la préfecture, parce qu'il fallait vraiment que ce soit quelque chose d'officiel. Et ces papas viennent en complément dans une famille s'il y a un manquement. Donc ils peuvent accompagner déjà leurs enfants, mais aussi n'importe quel enfant qui a besoin d'un accompagnement, qu'il ait un père ou pas. Et nous avons réussi que le 14 juillet, le 31 décembre et toutes ces dates où les voitures brûlaient, où il y avait énormément de problèmes dans nos banlieues, nous avons réussi avec ces papas référents à canaliser tout ça. Donc vous voyez, donc on a été chercher les hommes, ils sont à côté de nous, nous sommes à côté d'eux pour que nos enfants justement puissent grandir très bien et qu'on les emmène au plus haut. Donc les hommes ont leur part, les femmes ont leur part, et nous sommes complémentaires, et c'est comme ça que nous allons faire du bon boulot pour l'humanité. Merci. Oui, madame. Pardon. Je pense qu'elle veut répondre sur ce non, non, j'ai une question pour le colloque et les organisateurs. Je voudrais savoir l'après-colloque. Qu'est-ce que vous avez comme objectif pour l'après-colloque dans l'inclusion, l'IA et tout ça? Est-ce qu'il y a un programme d'accompagnement? Monsieur l'a suggéré, mais je voudrais plus développer ça, ce côté-là. D'accord? Nous sommes en train de travailler sur un gros projet. Donc pour le moment, on ne va pas donner forcément les détails. Mais ce projet-là s'inscrit dans une dynamique qui va permettre d'accompagner à grande échelle, dans les pays d'Afrique, mais aussi ici, à la construction d'un ensemble de formations pour les femmes défavorisées sur les sujets de l'inclusion numérique, l'intelligence artificielle. Donc on a commencé à travailler sur des solutions d'accompagnement automatisées avec un programme qui a été éprouvé dans différents pays. Donc je pense que dans les semaines à venir, on vous donnera plus de détails sur cette question. D'accord. À but lucratif ou non lucratif? Le centre, oui, c'est un but lucratif. Vous n'avez pas de volet non lucratif, peut-être accompagner les associations dans ce sens, développer ce volet? Oui, on pourra signer des partenariats avec des associations. Complètement. J'espère qu'on répondu à votre question. Madame, vous voulez attendre? Bonjour. Bonjour, je viens presque de connaître ce projet et je trouve vraiment très intéressant. Et la présentation qui a été faite aussi ici, c'est important. Et je suis vraiment très contente d'y être pour appréhender mieux ce qui est en train d'être construit autour de nouvelles technologies et l'idée d'inclusion des femmes et de l'Afrique dans ce développement numérique. Cependant, je ne suis pas venue pour prendre la parole. D'ailleurs, je n'étais même pas invitée, je m'invite à prendre la parole. Et je ne vais pas dire que je suis faire une présentation grande. Je viens de São Tomé et Príncipe, c'est ma pour dire. J'ai déjà eu ici de rôle de représentation assez importante dans l'Organisation internationale de la francophonie. J'ai représenté mon pays et j'ai travaillé aussi dans une organisation comme l'Union latine intergouvernementale. Cependant, j'ai pris la parole seulement pour attirer l'attention sur un fait. On parle souvent de l'Afrique, et là on a parlé un peu de la femme en Afrique,
Et je voudrais attirer l'attention que l'Afrique est quand même plurielle. Et la situation de la femme n'est pas la même partout. Il y a le cas où la femme est beaucoup plus libre, beaucoup plus indépendante, et on doit tenir compte des aspects culturels, traditionnels et religieux. Il y a, comme a dit Fazia, il y a vraiment des pays où la femme doit être motivée, cherchée, qu'on doit faire beaucoup plus d'efforts que d'autres. Il y a des pays où les femmes sont conscientes de ces valeurs, ils savent qu'est-ce qu'elles veulent, et elles, de façon, parce que je comprends la préoccupation de ce monsieur à côté, c'est cette idée qu'on doit pousser la femme. Je pense que la femme aussi, elle peut très bien trouver ses objectifs, y aller à l'encontre de ses objectifs. Et ça, c'est en train d'être fait. Il y a des pays où ça se passe beaucoup plus volontaire. En disant cela, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup plus de problèmes, mais moi en particulier, je suis beaucoup plus aussi, je fais toujours attention à cette idée de victimisation constante de la femme. Non, je ne vois pas, et je ne vois pas les femmes de mon pays, et nous les femmes, on doit se poser hors de cette idée de victimisation. Il faut que nous soyons, et nous nous voyons comme personnes, et aussi comme des acteurs sociaux. C'est ça mon point de vue, et c'est avec ce point de vue aussi positif que nous devrions entamer ce dialogue avec les femmes. Merci. De quel pays? Radio Fréquence Paris Culturelle et BZDTV, Radio Passion Culturelle aussi et d'autres médias en freelance. Et je suis aussi, dans la vie, aussi de tous les jours, je travaille dans le numérique, comme conseiller numérique à la ville de Paris. Donc le sujet m'intéresse à juste titre et j'aimerais dire félicitations aussi pour l'initiative. Alors ma question c'est juste savoir pourquoi Paris, pourquoi choisir la place parisienne pour l'événement du 5 septembre 2025 et pourquoi pas dans un pays africain. Et puisque vous parlez des femmes, pourquoi j'ai lu le catalogue, pourquoi vous n'avez pas associé les traditionnalistes africains, puisque la culture, comme le disait la dame tout à l'heure, en Afrique, il y a plusieurs Afriques, et puis le côté culturel en Afrique par rapport à la femme, on sait qu'historiquement en Afrique, les femmes, c'est une société beaucoup matriarcale. Moi, en Afrique, je sais que les femmes, les mamans jouent un rôle important, mais c'est peut-être une importance un peu discrète en fait. En Afrique, les femmes sont puissantes, mais dans la discrétion. Bon, c'est ce que moi je sais un peu de la tradition africaine. Elles n'affichent pas la puissance, mais souvent dans la chambre, même dans les familles royales, il y a la reine-mère, qui est plus importante même que le roi. Donc les femmes ne sont pas aussi écrasées que ça en Afrique. Donc je pense que c'est un problème culturel. C'est un peu opposé à la tradition européenne qui est beaucoup plus patriarcale. En Afrique c'est beaucoup matriarcal, bon, même si ça commence à disparaître plus ou moins. Et donc c'était un peu ça ma question. Merci. Bon. Je vous remercie. On a choisi Paris parce que nous sommes basés en France. Et le Sénat, c'est parce que c'est une institution de prise de décision. Et on aurait pu le faire en Afrique, mais nous avons lancé une communication dans plusieurs pays africains. On a même eu une conférence de presse à Abidjan et au Togo pour parler de l'événement. Donc on a associé plusieurs organisations des femmes en Afrique. Et concernant laquelle d'autres questions, c'était les deux. Hein. Oui, l'association des traditionnalistes africains, dans les chefs traditionnels ou des chefs religieux, culturels à votre événement éventuellement. Oui, parce que quand on a fait le lancement dans ces pays, on a invité les représentants des organisations, des chefs qui sont représentés par des femmes. Donc c'est l'Afrique qui s'est... Non, éventuellement leur présence à l'événement du 5. Est-ce qu'il y aura des représentants, il y aura des représentants traditionnels africains? Oui, des femmes représentants, même des hommes qui soutiennent aussi les femmes. Ils seront présents. Mais traditionnalistes, les chefs coutumiers. La tradition, hein. Les chefs coutumiers qui soutiennent les femmes. Voilà. Ça veut dire qu'il y a non qui ne soutiennent pas les femmes alors? Je ne sais pas moi. Sûrement. Si il n'est pas contre l'idée, il peut venir, toujours ils sont la bienvenue, il n'y a pas de problème. Ouais. Et puis
on aura l'occasion de faire ce colloque dans d'autres pays africains et dans d'autres pays européens. Mais sa question, elle est intéressante, parce qu'en fait, elle amène le côté traditionnel, il amène un côté traditionnel, culturel, qui est non négligeable. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elles aient la possibilité de s'exprimer et de pouvoir montrer leur ambition. Nous, on ne parle pas d'opprimer ou de... C'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut dire. Nous, là, je rejoins Madame de Sao Tomé quand elle dit il y a une victimisation. Mais on n'est pas dans le cas d'une victimisation de la femme. Nous, on veut juste... On parle d'équité. On parle de droit d'humanité et on parle que les femmes doivent avoir le même droit qu'un homme à compétences égales. Pourquoi elles ne seraient pas au pouvoir ou pourquoi elles ne seraient pas à la tête d'une entreprise? Pourquoi elles ne pourraient pas... Vous avez des femmes qui ont des compétences, mais il n'y a pas des Marie Curie tous les jours. Tous les jours, il y a des femmes qui sont compétentes. Nous, on ne parle que de ça. On ne parle pas d'opprime. Opprimer, ce n'est pas notre sujet. Mais quand vous parlez de valeurs traditionnelles et par exemple de chefs coutumiers ou de tradition, moi je trouve qu'il faut absolument les inviter, et même s'ils ne seront pas pour disons, l'émancipation trop ouverte de la femme, il faut les écouter. Moi je pense que c'est primordial. Écouter permet de comprendre. Bah oui. Oui, en fait, c'est deux cultures qui s'opposent, parce que là-bas, la femme est puissante, mais plus dans la discrétion. En Afrique, dans notre système occidental, elle exprime vraiment ouvertement au grand jour sa puissance. Mais ici aussi, la femme est très puissante, même dans la discrétion. Regardez notre président. C'est malgré d'être mis en avant pour une femme. Président Macron. Non, elle est puissante, mais plus dans la discrétion. Inciter les femmes à prendre le pouvoir et à encourager les femmes à prendre des initiatives de porter un projet. C'est ça, changer les mentalités. C'est pas un mal, au contraire. C'est comment dirais-je, c'est un développement, même pour les États. Oui, en fait, c'est pour ça que j'ai dit que c'est deux cultures qui s'opposent, en fait. Non, c'est pas un combat. C'est pas un combat. On est complémentaires, mais il faut... Non, pas entre l'homme et la femme, mais entre la culture européenne et la culture africaine. Non, on est nos cultures, on les garde. Comment? Ça va de soi, nos cultures, on les garde. Qui démontre qu'on est un bon leader. On peut être un bon leader dans la discrétion. Ce n'est pas le paraître. Notre discussion m'amène à faire une proposition à Madame la Présidente, si c'est encore possible. En Afrique, on a eu des femmes leaders dans notre histoire dont on n'en parle pas beaucoup. Par exemple, il y a la reine, de l'Angola, la reine mère de l'Angola, qui gouvernait tous les pays de l'Afrique occidentale, depuis l'Angola, le Congo, le Tchad, la RCA, etc. et tout. Donc, peut-être qu'on peut chercher, on peut trouver certaines de ces femmes-là qui sont des références. Et elle, la reine de l'Angola, j'ai lu son histoire, je trouve qu'elle a vraiment bien gouverné pendant son époque. Donc on peut voir dans notre histoire et voir quelles sont certaines régions, parce qu'à l'époque, ce n'est pas des pays, hein, c'était des régions. Les grands royaumes. Oui, c'était les grands royaumes. Combien on en avait et quels sont les pays dont étaient issus ces reines, et éventuellement inviter les présidents de ces pays. Par exemple, est-ce que c'est possible d'inviter le président de l'Angola, même s'il décline, il peut désigner quelqu'un éventuellement, parce que c'est une manière de rendre hommage à la reine mère de l'Angola, par exemple. Donc je voulais faire cette proposition. Je pouvais essayer de fouiller encore un peu pour voir s'il y a d'autres reines au niveau de l'Afrique, et on va inviter leur pays de référence à la soirée du 5 septembre. On a encore le temps, merci. Je peux proposer, hein, comme Madame de la Côte d'Ivoire aussi, là-bas il y a eu la reine Pokou. Oui, par exemple, dans le peuple, dans le règne Akan, il y a aussi le royaume de Koumassi au Ghana.
Oui. où il y a une reine qui est très puissante, même jusqu'à aujourd'hui. Il y a la les Berbères. Oui, voilà, par exemple, les Berbères. Oui, on regardera du côté de la Côte d'Ivoire. Et aussi, il y a la présidente du Sénat qui sera présente au Palais du Luxembourg. Elle est la première femme présidente du Sénat de la Côte d'Ivoire et elle est aussi présidente des sénateurs d'Afrique. Je sais pas, juste une petite proposition. Vaut mieux voir plus les airs culturels que de voir les pays, moi je pense. Parce que par exemple, par rapport à ce que j'ai dit, la reine, beaucoup vaut mieux voir l'air à Caen, par exemple. Jusqu'au Ghana, même au Togo et tout ça. On regardera et puis on fera les invitations. L'Angola, par exemple, c'est très important. Pour être une contribution de leur pays. L'Angola, par exemple, ce qu'elle dit, c'est important parce que notre ambassadeur de Côte d'Ivoire qui est en Angola, il a... Au Gabon, non, en Angola, Jean-Marie Sommet, il a réussi à faire venir le président angolais en Côte d'Ivoire. Ils sont devenus très amis. Donc, tu peux passer par Jean-Marie et puis porter l'invitation, comme elle a dit, là-bas pour que l'Angola soit représenté, c'est important. Très bien, la mobilisation. Donc, avant de conclure sur cet appel à mobilisation, vous allez pouvoir reprendre la parole. Nous allons d'abord donner la parole à Mohamed Sissouma, qui est président de l'association Élite. Et après, vous pourrez encore intervenir sur l'appel à mobilisation de toutes les parties prenantes, partenaires, institutions, médias. Votre soutien est essentiel pour faire de cet événement une réussite et construire ensemble un futur numérique, inclusif et durable. Monsieur... Associé l'association Élite dans cette organisation parce qu'effectivement, nous, Élite, nous sommes une association de la diaspora africaine qui fait la promotion de l'excellence académique et professionnelle au service du développement de l'Afrique. Donc nous, on s'est dit, en fait, en tant que jeunes Africains, ayant eu accès à un certain niveau de formation et aussi un certain niveau professionnel, il fallait qu'on apporte quelque chose à l'Afrique. Donc on a décidé de se fédérer en énergie et apporter des solutions vraiment efficaces. Puisque lorsque nous fédérons les énergies sont forcément disparates. Donc ce qu'on a fait, on a créé 9 clubs au sein de l'association, le club numérique, le club éducation, le club économie, le club R2SE, c'est-à-dire responsabilité sociétale, santé et environnement. C'est dans ce cadre-là que nous sommes en partenariat avec Mme Berreté dans l'organisation de son événement sur l'inclusion de la femme, mais aussi en lien avec le développement durable. Donc nous sommes très très fiers de participer à cet événement. Et qu'est-ce que je voulais dire sur mon avis sur l'inclusion de la femme? Je pense qu'il faut analyser les choses, comme on dit en mathématiques, il faut faire un raisonnement par l'arc sud. On doit se poser la question de savoir, est-ce qu'il y a une problématique ou pas? Une fois qu'on répond à cette question, on dit qu'il y a une problématique, effectivement, il faut avoir des solutions. Donc la solution la plus efficace qu'on trouve aujourd'hui, c'est créer de la parité. C'est amener les femmes à se positionner sur des postes de niveau. C'est vrai que quand on crée la parité ou qu'on crée les quotas, effectivement, ça peut casser certains hommes, ça peut amener à discriminer certains hommes, mais dans tous les cas, il faut trouver une solution. Donc pour le moment, moi je pense que la solution adaptée aux quotas est une solution pour le moment efficace. Et au fur et à mesure, avec l'évolution des choses, les choses deviendront vraiment normales. Si vous remarquez, la question est vraiment très très systémique. Hein. Ce n'est pas une question qu'on peut analyser de manière vraiment très très simpliste. On a été dans le monde, dans un système patriarcal depuis des années et des années et des années et des années. Les enfants, on a reçu des éducations depuis tout petit avec une mentalité qui est venue tellement scotcher dans notre tête que nous-mêmes, inconsciemment, on discrimine la femme sans le savoir. Donc, pour éliminer tous ces éléments, il faut vraiment créer, avoir des actions fortes. C'est pour ça que je salue cette initiative et aussi pour le moment les initiatives qui sont déjà lancées aujourd'hui. Maintenant, je tiens vraiment à remercier toute l'Assemblée aujourd'hui, ici présente et les panélistes pour ce que vous avez dit. Et j'ai trouvé ça très très apprenant et j'ai beaucoup appris. Je vous remercie. Merci, monsieur.